Angers, c'est ta vie et tu ne veux absolument pas partir de ta ville. Tu rêves d'avoir une boutique au centre-ville pour montrer à quel point tu rêverais d'avoir un t-shirt avec un cœur montrant que tu aimes Angers par-dessus tout. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de première. Bien, donc nous sommes revenus pour la dernière partie concernant ce chapitre sur la France et la métropolisation hein, et ses effets sur le territoire français. On était en grand 2, dans le grand 2, cette fois-ci on passe à la deuxième sous-partie, donc les villes petites et moyennes qui sont marginalisées hein, par rapport à cette métropolisation. C'est la grande question. Alors je vous laisse lire un texte sur les villes moyennes en France de votre page 79, et ensuite je reviens vers vous. Alors, ce qui est intéressant avec ce texte, c'est qu'on voit très bien que, eh bien, finalement, la métropolisation, oui, ça concerne une partie de la population française, mais c'est surtout en fait les villes petites et moyennes qui regroupent une partie donc de la population française. Et ça, vous pouvez noter que les villes petites, entre parenthèses, entre 5000 à 50 000 habitants, fermez la parenthèse, et moyennes, donc entre parenthèses, entre 50 et 200 000 habitants, fermez la parenthèse, regroupent plus de la moitié des Français. Elles sont à l'écart de la métropolisation qui concentre donc les activités, les hommes et les richesses dans un nombre limité de grandes villes, sauf si elles sont des satellites englobés dans ces dernières. C'est-à-dire quand on parle de satellites, c'est-à-dire que vous avez une métropole et vous avez des petites villes donc annexes qui entourent, donc qui sont connectées hein, plus ou moins avec la métropole, notamment par un réseau de transport. Alors, pour bien voir un petit peu, parfois la difficulté hein, de ces villes, notamment en raison de politique hein, de l'État, je vous laisse regarder une vidéo sur Châteaudun, qui a donc fermé sa base aérienne en 2021, donc ça a été enfin, qui doit fermer en 2021 sa base aérienne. C'est une vidéo faite par France 3 en 2018, donc je vous laisse regarder la vidéo, et ensuite je reviens vers vous. Quand vous avez su que la base allait fermer, vous êtes dit quoi? Je me suis dit que ça allait précipiter la mort d'une ville que je vois mourir depuis 20 ans au fur et à mesure. C'est grave pour Châteaudun, pour la ville, tout simplement. Vous avez vu toutes ces boutiques qui sont fermées? Voilà. Donc Châteaudun vivait avec les militaires et aujourd'hui, Châteaudun se meurt. C'est une nouvelle catastrophe pour Châteaudun. Après sa maternité, elle perd l'un de ses plus beaux fleurons, sa base militaire. Forte de 300 hommes, la plateforme fermera ses portes en 2021. Une décision prise par le ministère des Armées qui laisse pantois les élus de la ville. C'est une catastrophe. C'est une décision qui déjà fait complètement fi de l'avis et de la position des élus locaux. Fi également de la population de Châteaudun. C'est une décision qui a été prise, nous a-t-on expliqué, pour des raisons économiques. Le maintien de la base aérienne coûte trop cher à l'État et donc on la raye d'un trait de plume. Sans tenir compte du tout des conséquences économiques que ça peut avoir pour notre collectivité. Une décision qui fait mal car les répercussions économiques sur ce territoire rural seront énormes. Pour sauver l'outil, certains ont des projets. C'est le cas de Fabien Verdier. Il souhaite transformer la base en un petit aéroport pouvant drainer une clientèle d'affaires et privée et pourquoi pas créer une filière aéronautique industrielle. L'atout est là, la piste est là, elle est en bon état. L'armée me le disait encore il y a quelques jours, des gros porteurs de plus de 40 tonnes peuvent atterrir et décoller depuis Châteaudun. La piste est aux normes OTAN avec 2302 mètres de long et 45 mètres de large. Pourquoi ça intéresserait l'aviation d'affaires? L'aviation d'affaires et l'aviation commerciale. On a 3 millions, une zone de chalandise de 3 millions d'habitants autour de Châteaudun, jusqu'à la Sarthe et au Mans, jusqu'à le sud de l'Île-de-France, dans un rayon d'1h20 de Châteaudun. Donc on a une zone de chalandise très forte si on compare avec d'autres aéroports en France et en Europe. La décision de fermeture a choqué également du côté de la région centre. François Bonneau parle de conséquences considérables pour les salariés, pour l'économie locale et pour l'avenir de tout un bassin de vie. Il a demandé au Premier ministre de réunir sans délai l'ensemble des acteurs économiques pour revitaliser le site le plus rapidement possible. Donc cette vidéo montre une chose, c'est que parfois, eh bien, la vie à l'intérieur de ces villes petites ou moyennes dépendent aussi des impératifs de politique de service public de l'État. Et lorsque l'État retire ses billes, c'est très difficile pour elle d'essayer de subvenir à leurs besoins et donc à celles de leurs citoyens, ou plutôt de leurs habitants.
Et donc, vous pouvez noter que parfois, très touchées par la désindustrialisation, ces villes, petites et moyennes, donc dépendent fortement des services publics, dont l'actuelle restructuration est parfois douloureuse. C'est-à-dire que je la fais courte, mais l'État essaye de dépenser moins, donc ce qu'il fait, c'est qu'il ferme, que ce soit des casernes, des bases aériennes, etc. Et donc, entre parenthèses, en exemple, vous notez que hôpitaux, tribunaux, impôts, postes, casernes, comme la caserne d'Ypres en Flandre, devant fermer en 2023, et qui concerne le départ de 150 personnes qui participaient à la vie économique de la ville. Oui, parce que comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo, le souci, c'est qu'on pourrait se dire, bon, voilà, c'est une base aérienne qui ferme, il y a des militaires qui vont se déplacer. Oui, mais ces militaires, ils vivaient sur un territoire. Sur ce territoire, bien forcément, ils dépensaient de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont faire leurs courses, ils vont se déplacer vers le petit commerce, vers le boulanger, etc. Donc le problème, c'est que si eux, ils partent, c'est toute une économie qui se retrouve fragilisée. Et vous pouvez noter que leur centre-ville, toujours assez petites et moyennes villes, donc leurs centres-villes se dégarnissent au profit des zones périurbaines qui continuent d'accueillir centres commerciaux et lotissements. Et donc, face à ce problème, l'État essaye de réagir, et donc je vous laisse regarder une vidéo qui montre, qui a été faite par France 2 l'année dernière, en 2019, qui montre l'action Cœur de Ville, qui a été voulue par l'État, pour essayer de trouver des mesures de soutien. Donc je vous laisse regarder la vidéo, et je reviens ensuite vers vous. T'as voulu voir Vierzon, et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul, et on a vu Vesoul. 8h-8 ce lundi 18 mars. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. Excellente idée. Bonjour. Bonjour Isabelle. Demain, petit rappel, demain mardi, la ministre de la Cohésion des Territoires, Madame Jacqueline Gouraud, va réunir les maires des 222 villes du plan. C'est ça, 222 maires exactement, réunis autour du plan Action Cœur de Ville qui a été mis en place l'année dernière, justement pour redynamiser, et le sujet du jour, c'est le sujet du jour, redynamiser les villes de nos régions. Alors, à côté de ça, il y a un palmarès qui effectivement vient d'être publié sur les meilleures évolutions des fameux centres-villes commerçants marchands. C'est ça. C'est un palmarès qui est publié pour la 3e année par la Fédération du commerce spécialisé. Donc ça correspond quand même à 300 adhérents. Et ça récompense les villes qui se sont le plus revitalisées au niveau commercial, au niveau économique et au niveau social. Alors il y a les petites villes comme Gap, enfin disons les villes moyennes plutôt petites, les villes moyennes plutôt grandes comme Annecy, et puis il y a les métropoles, parce qu'aujourd'hui il s'agit de Clermont-Ferrand comme lauréate, et évidemment Clermont-Ferrand n'est pas une ville moyenne avec 140 000 habitants, c'est une métropole. Mais ce qu'il faut bien souligner aujourd'hui, c'est que même si elle a perdu son statut de capitale régionale, avec la refonte des régions, Clermont n'est plus capitale de l'Auvergne. Ça reste un pôle attractif quand même. Exactement, ça reste un pôle très attractif. Et surtout, ça s'est redynamisé. Alors, on a voulu savoir comment ils ont fait, parce que c'est bien d'avoir des récompenses, des lauriers, mais ce qui est intéressant, c'est pouvoir d'en faire profiter les autres. Quelle a été la stratégie du maire? Donc, on a rencontré le maire, et il nous a dit, entre autres, qu'il avait recruté un manager, ou plus précisément une manageuse, je ne sais pas comment je dois dire, du commerce, qui s'est chargée justement de booster notamment le quartier historique. Donc, nous avons suivi cette jeune femme, rencontré des commerçants, puis le maire, enfin on a tout fait, à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui souhaitent ouvrir un nouveau commerce sur Clermont-Ferrand en facilitant le lien avec le propriétaire d'un local disponible. On a également créé un guichet unique pour les professionnels où ils peuvent aller pour se faire aider pour les démarches d'enseigne, de terrasse, etc. Pour ouvrir un restaurant, il faut faire des tas de démarches, demande de terrasse, demande d'enseigne. Et je me suis présentée au guichet unique. Les personnes m'ont aidé à faire les dossiers, c'est-à-dire qu'elles ont carrément fait les dossiers elles-mêmes, parce qu'en tant que commerçant, c'est une vraie galère. Voici l'équipe du guichet unique qui va accompagner les commerçants dans leur démarche, donc monter les dossiers de A à Z. On en est à combien par rapport à l'année dernière? Alors le service gère au quotidien à peu près 3000 commerces et chaque mois on a 30 nouvelles ouvertures de commerce et les agents sont là pour accompagner les exploitants dans leur démarche.
On a mis en place un droit de préemption commerciale, donc qui correspond à la partie historique du centre-ville. Donc quand il y a une vente d'un commerce sur ce secteur, la ville est informée et après elle intervient pour accompagner la reprise ou trouver une activité qui manque sur le secteur. Là, on est en pleine zone de préemption commerciale. Donc, par exemple, vous avez le local en ancien tatoueur. On va travailler pour pouvoir décorer la vitrine et faciliter l'ouverture d'un nouveau commerce. Ici, dans cette rue, vous avez un très bel exemple de street art qui vise à donner envie aux gens de venir se promener dans ces rues et les redécouvrir. Dans cette rue, 17 commerces avaient fermé, 10 ont réouvert l'année dernière, dont cette boulangerie. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci. On se sent très seul quand on veut ouvrir son commerce. Et avec la ville, je me suis sentie beaucoup moins seule pour ouvrir la boulangerie. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Le public revient en ville et est content de venir dans nos quartiers, découvre les animations, du coup découvre nos boutiques et il y a forcément de l'achat qui se fait par rapport à cette dynamique insufflée par la mairie. Grâce à ce travail, on est sur des fréquentations de plus 8, plus 12% du centre-ville. Donc c'est vraiment tangible et c'est tangible sur les chiffres d'affaires des commerces. Avoir 2 boulangeries qui se réinstallent en moins de 6 mois sur le centre historique de Clermont-Ferrand, c'est aussi permettre à des habitants de continuer à habiter ici, à vivre ici et donc investir dans le logement. Pour nous, le classement et la reconnaissance pour le travail qu'on a fait, c'est d'abord une fierté et une reconnaissance du travail des équipes. Donc c'est toujours plutôt enthousiasmant. Et puis surtout, c'est bien parce que c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Vous savez, c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui reconnaît votre travail plutôt que vous-même qui l'affirme. Voilà. Donc, je trouve ça extrêmement encourageant. Vous avez vu les résultats communiqués par le maire. Donc, 1, bravo. 2, continuons. Et puis, c'est un bel exemple. Et puis, si vous passez à Clermont-Ferrand, prenez le temps de vous y arrêter. J'ai trouvé que c'était vraiment une très, très belle ville. D'accord. Je note votre conseil. Je m'arrêterai à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Donc, comme vous avez pu le voir avec cette vidéo, donc je vous laisse noter que l'État adopte pourtant des mesures pour soutenir ces petites et moyennes villes. Entre parenthèses, en exemple, vous pouvez noter que dès 1971, la politique des villes moyennes est mise en place. Et dans les années 1980, des universités sont créées dans des villes moyennes. En 2018, vous avez 222 villes qui vont bénéficier du plan Action Cœur de Ville, ciblant la réhabilitation des logements et la revitalisation des commerces des centres-villes. C'est-à-dire que vous allez avoir des aides allouées par l'État pour essayer de réhabiliter, de remettre alors j'allais dire des centres commerciaux, c'est carrément l'inverse, mais des petites activités à l'intérieur du centre-ville. C'est pour ça que par exemple, vous avez de plus en plus les centres-villes avec le petit libraire, avec un petit joaillier, etc. C'est parce que ils ont pu bénéficier d'aides pour leur permettre de s'ancrer à l'intérieur du centre-ville, pour créer une dynamique qui fait que les gens se rapprochent du centre-ville et ne cherchent plus à aller à l'extérieur dans les grands centres commerciaux, comme ça avait pu être le cas jusque dans les années 90, début 2000. Et alors, pour terminer et clôturer ce chapitre, parce qu'il n'y aura que 2 grandes parties, 3e sous-partie, vous pouvez noter donc qu'il y a des trajectoires différenciées concernant les villes petites et moyennes. Alors, je vais le faire quand même assez rapidement, vous pouvez noter que donc des villes petites et moyennes constituent un ensemble très hétérogène, donc pas du tout homogène, donc très différencié. 2 points. Premier tiré, vous avez une partie d'elles qui appartiennent à l'ère d'influence souvent d'une métropole. Donc c'est-à-dire que ces villes sont accrochées, connectées à une métropole, ce qui fait que alors parfois on appelait ça des villes dortoirs, mais comme justement certaines bénéficient parfois de ces aides cœur de ville, elles se redynamisent, mais elles bénéficient quand même des activités qu'on peut retrouver dans les métropoles. Deuxième tiré, vous avez les villes de banlieue, qui s'intègrent plus ou moins à la dynamique de leur métropole, suivant leur profil. Les villes plus distantes se placent dans leur ombre. Entre parenthèses, en exemple, c'est comme Meaux, par exemple près de Paris, donc qui bénéficient par exemple du transport en commun, qui amène de Meaux
jusqu'à la ville de Paris. Et puis troisième tiret, vous avez les villes isolées, qui constituent des centres de services publics pour essayer d'aider ceux qui sont éloignés finalement de la métropole. Et donc vous pouvez noter en dehors de ces trois tirets que ces villes reflètent en fait des dynamiques territoriales plus larges. Deuxième tiret, enfin 2 points, et puis je vais faire ça en 2 tirets. Le premier, on a les plus en difficulté qui se concentrent dans le centre et le nord-est. Bizarrement, c'est ce qu'on avait déjà vu auparavant avec les métropoles, c'est-à-dire qu'elles essayent de trouver, s'il y a certaines métropoles qui sont déjà en difficulté, autant vous dire que les petites et les moyennes, les villes moyennes, elles se retrouvent doublement en difficulté. Donc les plus en difficulté se concentrent dans le nord, est et dans le centre. Ce sont des territoires qui sont eux-mêmes en déclin. Et deuxième tiré, sur les littoraux atlantiques et méditerranéens, et dans le sud, ces villes possèdent d'une attractivité résidentielle. Elles attirent souvent les retraités et les touristes, générant donc des emplois et des services, mais aussi une spéculation immobilière qui est source d'inégalités. C'est là où on va retrouver par exemple souvent des maisons secondaires, ce qui fait que les gens qui désirent vivre dans ces territoires se retrouvent, comme il y a le parc qui se réduit parce que vous avez des gens qui ont acheté des maisons secondaires, avec une hausse du foncier qui devient de plus en plus important. Et puis, pour terminer, pour quand même avoir une petite note positive sur le discours qu'on est en train d'annoncer sur les villes petites et moyennes, je vous laisse regarder une vidéo qui a été faite par France 24 en 2017 sur les coulisses du Festival d'Avignon. Et ensuite, je reviens à vous. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. C'est l'un des festivals français les plus célèbres, le Festival d'Avignon. Pendant 3 semaines, la ville célèbre le théâtre avec plus de 1500 spectacles, se transformant en autant de scènes. Ces peintures californiennes sont connues dans le monde entier. Le Centre Pompidou consacre une rétrospective à David Hockney, artiste britannique inclassable et toujours surprenant. Du photojournalisme, enfin, avec les clichés de la photographe américaine Stephanie Sinclair, qui parcourt le monde depuis 15 ans pour documenter et dénoncer les mariages précoces. On commence avec un détour dans le sud de la France avec le Festival d'Avignon. La cour d'honneur du Palais des Papes accueille jusqu'au 26 juillet plus de 40 représentations pour sa programmation in, dont 9 centrées sur l'Afrique. Pour sa programmation off, c'est plus de 1400 spectacles mis en scène, du classique au plus insolite, parfois même au coin des rues. On vous emmène dans les coulisses de cette 71e édition. C'est une petite ville tranquille de 90 000 habitants. Mais au moment du festival, Avignon explose. Pendant 1 mois, 1 million de personnes se donnent rendez-vous ici par amour du théâtre. À Avignon, on peut voir les trouvailles du festival In, comme cette version d'Antigone en japonais. Mais on découvre aussi l'effervescence et l'inventivité du off. Qu'on soit une troupe confirmée ou une jeune troupe. Affronter Avignon, ça commence souvent en région parisienne. Anne Bouvier est metteur en scène et elle a choisi d'adapter sur la route de Madison avec Clémentine Sélarié. Il penche un peu à gauche à cause de son grand âge. À quelques jours du départ, toute la troupe est en banlieue et elle commence tout juste à répéter dans le décor définitif. C'est pas très confortable, c'est absolument pas confortable à Avignon. Et c'est ça qui est bien. Donc ça, on peut faire une espèce de fondu, tu vois, qu'on les voit juste peut-être. Pour cette troupe de 7 personnes, partir à Avignon, c'est un coût de 100 000 €. Avignon est un peu un grand marché, en fait, et où on se dit, là-bas, on espère pouvoir après rebondir dans un théâtre à Paris. Et tu te souviens, il y a encore une boucle avant que tu réarrêtes. Emmanuel Benoît aussi est metteur en scène. À 25 ans, il a déjà créé sa troupe et avec ses fourberies de scapin, il prépare son 5e festival. Et qu'il revient dans la résolution de me marier.
Oui, avec une fille du Seigneur Géronte. Du Seigneur Géronte. Ça coûte cher parce qu'il faut louer un théâtre, parce qu'on paye pour jouer à Avignon. Donc en gros, pour notre petite troupe, c'est un investissement d'environ 25 000 euros. À 3 jours de l'ouverture, le temps s'accélère pour Olivier Pi, le directeur du festival IN. Cette année, il accueille 59 spectacles à Avignon. C'est la Mecque du théâtre, absolument. Tout le monde rêve de jouer ici. C'est vrai que c'est une expérience qui ressemble à aucune autre, parce qu'on a un public très disponible, qui n'est là que pour ça. Et ce public, il faut l'accrocher, attirer son attention avec ses affiches. Toutes les troupes du Hof se lancent dans la bataille. En quelques heures, tous les points stratégiques de la ville sont envahis. Tout le monde se bat, c'est normal, c'est le jeu. Faut trouver une place. On y va les gars? On y va. Ok, c'est parti. Au théâtre du Chêne Noir, les spectacles s'enchaînent les uns après les autres. La seule solution, c'est de monter le décor à toute vitesse. Du coup, voilà, celui-là au centre. Voilà, exactement. On a 20 minutes en fait en théorie pour installer tout ça. Pendant ce temps-là, le public rentre, le rideau sera fermé. Ouais. Et là, tu l'emmènes avancer le jardin. Parfois, l'effet final ne tient qu'à un petit détail. C'est pas du tout un décor pour Avignon, c'est un décor qu'on devrait laisser en fixe pour un théâtre normal à Paris. Là, c'est complètement fou de faire ça. Dans la cour d'honneur du Palais des Papes, une surprise. Sur la scène, on a installé un lac de 40 mètres de long pour jouer Antigone en japonais. Cette cour inondée, c'est assez incroyable, j'avais jamais vu ça. C'est évidemment, techniquement, une pure folie. Derrière la scène, les acteurs japonais sont en pleine méditation. En fait, ils se préparent à passer 2 heures dans l'eau. Les fourberies de Scapin à 11h35 à la Luna. Il y a environ 1000 troupes cette année dans le Hof. Alors toute la journée, il faut occuper le terrain. Il faut se faire entendre tout bêtement, jouer sur le capital sympathie, donner envie aux gens de les retrouver sur scène. Et c'est parti. Pendant 1 mois, le temps du festival, toutes les troupes présentes à Avignon vont tenter d'imposer leur style. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est justement ça qui séduit un aussi large public. David Hockney peint depuis des décennies des toiles pleines de vie, de lumière et de jeunes hommes. Elles ont fait sa réputation. Une rétrospective du travail de l'artiste britannique lui est consacrée au Centre Pompidou à Paris. On y découvre les œuvres qui ont fait sa célébrité, mais aussi des gravures, des dessins et des toiles de jeunesse plus tourmentées. Marie Berrurier nous fait découvrir cette belle et lumineuse exposition. Sur cette image, il n'y a personne. Rien qu'un grand splash dans l'eau turquoise. Un tableau iconique que tous les amateurs connaissent. Et c'est lui qui a rendu David Hockney célèbre. Couleurs vibrantes, images ultra réalistes, proches de la photographie, David Hockney a créé un univers unique. Personnellement, je ne regarde pas vers le passé. Je vis dans le présent. Mais quand je vois cette exposition, je réalise tout ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est du beau travail. Depuis des années, David Hockney vit à Los Angeles. Et quand il vient à Paris, tous les médias se l'arrachent. À 80 ans, le peintre anglais est l'une des dernières grandes stars du pop art. À la fin des années 60, c'est lui qui invente ces images idéalisées de la Californie, le rêve américain vu par un Britannique. Il a toujours conçu son œuvre comme une œuvre de célébration, comme une œuvre positive, comme une œuvre qui ne redoutait pas de séduire délibérément ses spectateurs. En Californie, Hockney intègre rapidement la communauté gay qui s'affiche sans complexe. Et ses propres tableaux racontent ses histoires d'amour pour des garçons qui sont souvent aussi ses modèles. On peut dire qu'il y a dans l'œuvre de Hockney une sorte de génie qui l'inspire, qui serait Eros. Et c'est vrai qu'il y a une puissance et une pulsion érotique qui est partout au travail dans l'œuvre d'Hockney. En 50 ans de création, David Hockney n'a cessé de se renouveler.
Cette rétrospective permet de découvrir un artiste singulier qui nous transmet son amour de la vie. De la photo à présent, celle qui retrace le sort de jeunes filles victimes de mariage forcé. Un fléau qui concerne de 10 à 15 millions de jeunes filles chaque année dans le monde. La photographe américaine Stephanie Sinclair s'intéresse à leurs conditions depuis longtemps. Elle inaugure le nouvel espace d'exposition dédié au photojournalisme à La Défense avec une rétrospective de son travail. Olivia Salazar-Winspear, Clara Castelli et Florence Gaillard ont visité l'exposition pour nous. En Afghanistan, au Yémen, au Guatemala et même aux États-Unis, des petites filles mariées contre leur volonté. D'après Amnesty International, ces épouses de moins de 18 ans sont au nombre de 10 millions chaque année. Le point commun entre toutes ces filles, c'est qu'elles ont vu leur enfance écourtée et qu'on les a forcées à devenir des adultes à un âge très jeune. Violences sexuelles, grossesse précoce, déscolarisation. Derrière ces visages enfantins se cachent des parcours tourmentés, parfois héroïques. Najjoud a été mariée quand elle était toute petite. À 10 ans, elle était fatiguée d'être abusée par son mari et je ne sais pas comment, elle a eu la présence d'esprit et le courage d'aller au tribunal toute seule pour demander le divorce. En agissant ainsi, elle a littéralement secoué la société yéménite. Aux États-Unis, Stephanie Sinclair a photographié des Mormons, certains condamnés pour union de mineurs ou pour polygamie. Les mariages forcés ne sont donc pas l'apanage d'un pays, d'une culture ou d'une religion, mais plutôt le symptôme de la pauvreté. Au Népal, les séismes de 2015 ont plongé beaucoup de villages dans la misère et les filles représentent une charge pour leurs parents. Cela fait 15 ans que je travaille sur ce projet et je ne crois toujours pas que les parents soient mal intentionnés. Je pense simplement qu'ils ne réalisent pas à quel point cette situation peut abîmer leur fille. Une fois déscolarisées, elles ne peuvent plus participer à la vie économique de la communauté et cela mène à toujours plus de violence. Des photos et des vidéos témoignages qui transmettent un message. Mais Stephanie Sinclair ne s'arrête pas là. Il y a 5 ans, elle a créé une ONG qui défend les droits des filles pour que celles-ci profitent de leur enfance quelques années de plus. Avant de nous quitter, on fait un détour par la ville d'Arles qui inaugure ses 48e rencontres internationales. Ce grand rendez-vous mondial de la photo se tient tout l'été jusqu'au 24 septembre. La Colombie et l'Iran sont à l'honneur. Je vous laisse découvrir quelques-uns des clichés qui sont présentés cette année. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. À très bientôt. Alors, ce qui est intéressant avec la ville d'Avignon, qui est une ville donc qui n'est pas une métropole, qui gravite autour d'une métropole pas très lointaine, c'est que bien vous avez des métropoles qui vont essayer de se spécialiser dans certains domaines pour essayer de survivre. Et ça, vous pouvez le noter, que les villes petites et moyennes sont souvent spécialisées, 2 points. Certaines villes industrielles échappent à la crise, parfois, grâce à l'avantage comparatif d'une spécialisation pointue. Entre parenthèses en exemple, grâce à son festival réputé de théâtre, dans l'emblématique Palais des Papes, vous pouvez le noter, eh bien, la ville d'Avignon bénéficie chaque année du profit du tourisme et des loisirs. C'est-à-dire qu'elle a réussi à générer une attractivité grâce à un domaine qui lui est réservé, grâce à un lieu emblématique de l'ancienne papauté des papes d'Avignon. Donc vous avez un lieu, n'hésitez pas à regarder, ils ont un magnifique site internet qui vous montre un peu le lieu, qui est vraiment une source de ravissement et qui attire un tourisme chaque année, qui peut être un tourisme international, c'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent à Avignon
spécialement pour voir ce théâtre à ciel ouvert, hein. C'est-à-dire que vous avez pendant une courte période différents types de théâtres les uns à côté des autres, donc chacun choisit en fait à la carte son désir particulier de spectacle à l'intérieur de ces pièces de théâtre. Alors, si je reviens sur la problématique, parce qu'il va falloir conclure, alors, la problématique, c'était quelle est l'importance de la métropolisation en France et ses effets sur les inégalités spatiales. Eh bien, vous pouvez noter, hein, en rouge, ce que vous utilisez habituellement pour faire la conclusion, que la métropolisation en France, eh bien, elle est majeure sur le territoire français. Ces effets, eh bien, vous pouvez noter que la difficulté... Alors, si je reprends une belle phrase, hein, vous pouvez noter que la métropolisation en France, elle est majeure. Elle favorise la fragmentation du territoire français. Ce qu'on avait vu par exemple avec le phénomène de mondialisation, etc. Bon, on le retrouve sur le territoire français. Et vous pouvez noter que le but de l'État français, eh bien, c'est de trouver des axes pour limiter cette fragmentation. C'est toute la difficulté, c'est-à-dire que on pourrait se dire, pourquoi limiter? Pourquoi pas essayer d'éliminer cette fragmentation? Oui, mais le souci, c'est qu'on est dans un système bien plus large, la mondialisation, qui fait que, comme ça joue sur les inégalités, hein, je rappelle, hein, ce décalage, que quoi qu'il arrive, on aura toujours un souci lié à une fragmentation, une inégalité qui sera toujours présente parce qu'on est dans un système global qui joue sur les inégalités. Donc le but en fait d'un État, hein, je rappelle, hein, même d'un point de vue de philosophie politique, c'est de protéger ses citoyens, c'est comme ça qu'il existe. Donc le but, c'est essayer de trouver des biais, trouver des éléments pour essayer bien de lutter contre ces inégalités, essayer de les limiter au maximum. Bien, eh bien, nous avons clôturé ce chapitre concernant la France face donc à sa métropolisation et ses effets. Je vous souhaite donc de bonnes vacances de Noël, un bon jour de l'an, profitez-en bien, on se retrouve donc après les vacances, et puis eh bien, on verra à quelle sauce nous serons mangés d'ici là. À bientôt.